Hello, alors on est le 29 août je crois et j'ouvre ici, bien installé, ce carnet de lecture qui sera dédié à la rentrée littéraire dans lequel je vais lire 3 ou 4 livres de la rentrée littéraire et pour lesquels je vous ferai ma petite chronique sous forme de vlog. Je commence, comme vous l'avez vu, j'ai pioché celui-ci parce qu'il est court et que j'ai très envie de le découvrir. C'est le dernier qui est rentré dans ma pile à lire et c'est celui-là que j'ai envie de découvrir. Donc adapté du mythe de Méduse, une histoire qui parle d'acceptation de la différence, je pense. Donc je vais de ce pas l'ouvrir, c'est parti pour cette première lecture. Aujourd'hui on est le jeudi 14 septembre et je voulais vous montrer dans ma sélection de la rentrée littéraire. Je suis passée à la bibliothèque hier et j'ai trouvé plusieurs titres qui m'intéressaient, j'en ai pris 2. L'enfant des forêts de Michel Hauteville. Il y a une histoire un peu fantastique puisque lui c'est un ogre, il habite avec un enfant. Qui est tout à fait innocent. Livre-monde renversant. Ça me tente bien, je ne sais pas trop ce qu'il en est. Le prochain que je vais lire, ce sera celui qui est caché dessous ici. C'est celui-ci que j'ai repéré il n'y a pas très très longtemps. Pour qui s'avance dans la nuit de Claire Conruit, je pense. Je ne sais pas comment ça se prononce. Alors là, j'ai l'impression qu'il est question un petit peu de mythologie, puisqu'on va y parler d'Orphée et de Bérénice. Ouais, donc je sais pas trop. C'est son deuxième roman, il est assez court et j'ai envie d'y aller sans vraiment trop savoir. Donc vous voyez, il est dans ma pile des prochains livres à lire. Et donc vous voyez, il y a de l'horreur, du fantastique anthropomorphique et un livre de la rentrée littéraire. Rien à voir, mais j'ai aussi pris des petits mangas. Ah oui, par contre, côté BD, j'ai aussi des nouvelles choses. Donc ça, c'est ma pile pour le book haul. Là-dedans, j'ai... sorti dernièrement L'école décomposée de Junji Ito, que je vais lire en septembre pour la rentrée parce que ça me fait trop rire et je vous montrerai dans un book haul plus en détail. Et sinon j'ai aussi celui qui est là, hop, attendez, là, voilà, celui-ci qui est un graphique de la rentrée littéraire aussi, il y a aussi la rentrée littéraire des graphiques. Donc c'est La Marche Brume, c'est un premier tome de Stéphane Fert, édité chez Dargaud. Et voilà, c'est du fantastique. Et j'ai très envie d'aller découvrir ces 2 graphiques dont je vous parlerai dans cette vidéo ou dans la prochaine.
va traiter de rentrée littéraire. J'ai lu 4 romans et 2 graphiques et je voulais vous en parler. Et j'ai bien envie de faire un petit peu ça. Je sais pas si je vais continuer comme ça ou si je vais l'inclure à mes carnets de lecture, parce que j'ai très envie de reprendre les carnets de lecture type plutôt vlog, et je vous fais des petits points lecture de temps en temps. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse un point sur vraiment les dernières sorties ou les sorties de l'année, voilà, à part. Pour moi, d'un point de vue organisation, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. 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 On va commencer dans l'ordre de lecture. J'ai commencé par lire Méduse de Martine Desjardins, édité chez La Talente, qui est une interprétation du mythe de Méduse dans une histoire. Ouais, c'est vraiment une interprétation. Moi, je trouve que c'est quand même très. Il y a une ambiance fantastique, hein, quand même. On va suivre une jeune fille, donc surnommée Méduse. Voilà, c'est son surnom. Elle s'appelle pas comme ça. Dans sa famille, tout le monde la déteste. Vraiment, ses parents la détestent, ses frères aussi. Elle est atroce, horrible, notamment de son visage, parce que sinon elle est normale. Mais son visage, en fait, personne ne peut le voir, parce que dès qu'elle regarde quelqu'un dans les yeux, la personne est mise en danger. Est mise en danger et voilà, peut trépasser. Donc on sent qu'elle a des atrocités, on lui dit vraiment que c'est pas possible, t'es atroce, il faut que tu te caches, voilà, il faut qu'elle se cache. Et en fait, pour sauver la famille, le père va l'emmener dans un institut où il y a d'autres jeunes filles dans le même cas qu'elle, avec d'autres difformités corporelles, faciales ou autres. Un institut où, en fait, quand elle arrive, il y a la directrice qui lui dit c'est pas possible, elle est tellement atroce que je ne peux pas la mettre avec les autres filles parce que ça serait dangereux pour tout le monde, donc je vais la mettre dans le grenier, je sais pas où, et elle va nous aider en fait à nettoyer les locaux. Donc elle est vraiment reléguée vraiment à moins que rien, au statut de moins que rien. Et Méduse ne s'aime pas, elle est très en colère, donc on est vraiment dans la tête de Méduse. Elle va quand même se lier d'amitié avec une des jeunes filles qui va lui parler un peu de ce qui se passe, parce que c'est pas très net ce qui se passe dans cet institut. Je vais pas vous dire, parce qu'il se passe des choses pas nettes avec les jeunes filles qui y sont. Et juste pour vous dire rapidement aussi que la directrice de cet institut a une relation très particulière avec Méduse. Voilà. Il va y avoir aussi des choses assez terribles avec elle. En fait, c'est Méduse, il faut quand même savoir dans cette histoire-là que tout le monde lui dit qu'elle est atroce et qu'elle n'a pas de miroir chez elle parce que elle veut pas se confronter à sa propre image. Et en fait, cette histoire-là, c'est vraiment le regard des autres et comment est-ce qu'on accepte de se voir soi-même tel qu'on est. Donc c'est une sorte de grande métaphore, vous voyez, sur le paraître, la vision des autres de ce à quoi on ressemble et le fait de s'apprécier, de s'aimer, de s'accepter tel qu'on est. Donc c'est vraiment cette histoire-là. C'est vraiment une sorte de conte philosophique atroce, parce que c'est quand même assez horrifique, entre guillemets. Fantastique aussi un peu, cette couverture est absolument splendide. Et j'ai beaucoup aimé la lecture de ce récit. C'est pas un coup de cœur. Le début, oui. Non, franchement, c'était vraiment bien. Je crois que je lui ai mis 16 sur 20. J'ai beaucoup aimé et je pense que je vais lire d'autres choses de Martine Desjardins. Ça m'a intriguée. J'ai envie d'en savoir plus sur cette autrice. Mais je sais pas, j'ai du mal à savoir ce qui me manque pour me dire ah, c'est génial. Je sais pas trop. C'est peut-être le dénouement de l'histoire que j'ai moins apprécié peut-être. Bien que c'était original, j'ai pas forcément... Voilà. Je pense que j'aurais voulu peut-être que ça aille carrément plus dans l'horreur. Voilà. Donc je peux pas trop vous en dire plus, mais j'ai beaucoup aimé quand même. Ça, c'est une des très bonnes lectures de ma rentrée littéraire. J'ai dû relire la 4e de couverture pour me rappeler de ce livre. J'ai pris à la bibliothèque Pour qui s'avance dans la nuit de Claire Conruy. Voilà. Édité chez les éditions de l'Observatoire.
Ce livre ne restera pas dans ma mémoire, c'est pourtant pas forcément un mauvais livre, mais en fait les personnes qui en parlent disent que c'est vraiment absolument génial cette écriture, complètement nébuleuse, tout ça. On va suivre en fait Pierre, qui est accompagné de son frère Orphée, qui se rendent sur une île, l'île de Géna, je sais pas où c'est. Bon, enfin, il se rend à Géna avec sa mère Bérénice. Et Bérénice, en fait, on sent qu'elle va sur cette île avec ses enfants parce qu'elle est pas loin en fait de déraper. Elle a quand même une certaine folie. Désolée, je ne sais pas. Alexa, stop. Alexa, stop. Elle essaie de se sauver en fait parce qu'on sent qu'elle est vraiment elle marche sur un fil, elle a un côté très dépressif et Orphée, son petit frère, le petit frère de Pierre, il est vraiment très proche de sa mère et Pierre a très peur pour lui, pour sa santé mentale, pour plein de choses. Orphée est vraiment en osmose avec sa mère, dans ses rêves, dans ses folies. Et l'île de Géna a un effet positif sur eux trois, mais pas que. On sent que ça peut déraper à tout instant. Et en fait, voilà. Donc ça, c'est l'histoire, mais en fait, le livre est vraiment écrit comme un conte onirique. On est sans cesse dans les rêves des uns et des autres. On flotte quand on lit ce livre. Et ça se veut très poétique. Moi, j'ai trouvé que c'était justement un peu trop flottant. J'ai pas trop compris. C'est dramatique. Et j'ai pas trop vu l'intérêt en fait de cette histoire. Voilà, ça m'a pas touchée. Et d'ailleurs, vous voyez, il a fallu que je relise la quatrième de couverture pour me souvenir. Donc, à mon avis, ça va vite passer sur moi. En fait, je l'ai lu il y a un moment, cette vidéo. C'est pour ça que je suis pas forcément... je trouve que revenir vous voir un mois après avoir lu un livre, c'est pas forcément intéressant, surtout quand ça n'a pas laissé de traces très fortes en moi. Je trouve que j'en parle pas forcément bien, mais c'est pas grave. Un coup de cœur. Un coup de cœur de la rentrée littéraire avec Nos cœurs disparus de Céleste NG, je ne sais pas comment ça se dit, aux éditions Sonatine. Alors, c'est le deuxième livre des éditions Sonatine que je lis et pour le moment, je trouve que leur sélection est toujours top. Là, j'ai aimé l'originalité de cette histoire. Alors, on est dans une sorte de science-fiction. On est dans une histoire de science-fiction un peu. On est aux États-Unis d'Amérique, dans un futur pas si lointain. Donc on est dans une société qui potentiellement pourrait exister. Toutes les personnes asiatiques sont, entre guillemets, exterminées, en tout cas jugées comme nocives. Et on va suivre un garçon, Bird, surnommé Bird, c'est pas son prénom. Et en fait, sa maman, Margaret Milieu, elle est d'origine coréenne, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle est partie. Elle l'a laissé, elle est partie. Il sait pas trop, il se souvient plus. En fait, elle est partie il y a un moment. Et il se retrouve avec son père, qui est bibliothécaire. Et en fait, dans toutes ces familles, il n'y a plus beaucoup de livres qui sont autorisés. Le livre est très central. Le livre, l'amour du livre, de la lecture est central dans cette histoire. C'est ce qui m'a aussi beaucoup plu. Et donc le père bibliothécaire se retrouve chez lui à lire les dictionnaires, vous voyez, parce qu'il n'y a plus de romans. En fait, tous les romans ont été bannis, voire brûlés. Et toutes ces histoires ont disparu. Donc il y a une mainmise en fait de la politique sur le privé et c'est assez atroce, c'est quand même assez déstabilisant. Et on va suivre Bird qui se pose des questions sur ce qui s'est passé sur sa mère et qui voit bien qu'il se passe des choses bizarres et notamment il se retrouve dans des situations où il voit des manifestations de contestation dans la rue assez souvent, de plus en plus fréquemment. Et il reçoit en parallèle un colis étrange qui vont l'intriguer. Tout ça va l'intriguer et il va se demander ce qui s'est passé pour sa maman. Parce que là, on le retrouve des années après et son père ne lui dit rien du tout. Et voilà, donc c'est le récit de Bird, qui d'ailleurs ne se fait plus surnommer Bird alors que lui, c'est ce qu'il voudrait.
Et j'ai trouvé alors que c'était vraiment, vraiment super bien écrit. C'était très intéressant. On s'attache à cet enfant qui se pose des questions. Il a une amie aussi, une copine qui aussi va disparaître à un moment. Donc il y a beaucoup de mystères on a envie de comprendre ce qui se passe. C'est extrêmement touchant et je trouve que c'est une science-fiction qui fait un peu froid dans le dos parce qu'on sent que potentiellement aux États-Unis, on n'est pas loin d'une certaine réalité qui arrive, vous voyez. Donc alors on parle des personnes asiatiques, mais voilà, ça nous parle, ça résonne avec certaines choses qui se passent, notamment pour la communauté afro-américaine. Donc ça, je trouve que c'était intelligent. Voilà, c'était vraiment très intelligent et passionnant comme livre. Je trouvais que c'était vraiment bien écrit. Apparemment, elle a écrit d'autres choses. Je ne sais pas trop ce qu'elle a écrit d'autre. Ils disent « En tendant un miroir à notre présence, Céleste Ng nous offre l'héritier digne et déchirant de la Servante écarlate. » Oui. Alors moi, je ne l'ai pas lu, La Servante écarlate. J'ai lu Captive de Margaret Atwood, mais je le lirai. Elle a écrit Tout ce qu'on ne s'est jamais dit et elle a écrit La Saison des Feux. Son 3e roman, édité chez Sonatine. Voilà, donc ça, je vous le conseille parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, c'était chouette. Dernier roman lu, que j'ai terminé il n'y a pas longtemps, Le Chien des Étoiles de Dimitri Rouchambori, édité chez Tripod. Alors, c'est celui qui a écrit Le Démon de la Colline aux Loups, que je n'ai pas lu, mais que je lirai certainement. Alors... Là aussi, on est dans une plume où on ne comprend pas tout de suite ce qui se passe. On est dans une plume qui ne dit pas tout. Je trouve que c'est assez typique de certaines plumes françaises tendances. Voilà, il faut qu'on s'adapte à la plume pour comprendre ce qui se passe. En même temps, on suit un personnage qui a fait je ne sais pas combien d'années de coma, mais qui sort du coma et qui a eu des problèmes dans le cerveau à la suite d'une sorte de combat parce qu'ils sont gitans. Au départ, je crois que sa famille, ils sont gitans et en fait, il va revenir de ce coma, il va retourner. Alors ça, il y a une partie, par exemple, le début, là, je sais plus trop ce qui s'est passé, vous voyez, parce que il y a des moments, je dérapais un peu, parce que je comprenais pas trop la façon dont c'était écrit, c'est assez étrange, le style est assez atypique, et on va comprendre plus ou moins que sa famille veut se venger de ceux qui lui ont fait du mal, et que ça va déraper, c'est de l'histoire d'une fuite, il va fuir, en fait, de l'endroit où il était avec ses parents. Il va fuir avec 2 personnages, un enfant et une jeune femme, et il va leur arriver des histoires. C'est un peu une sorte de road trip entre guillemets d'un personnage masculin qui du coup vit dans sa tête. Il vit dans sa tête, mais pas que. Il s'échappe un peu dans les étoiles. On ne sait pas trop si c'est réaliste ou non, ou si c'est une image, si c'est figuré, ou si vraiment il s'enfuit. Parce qu'en fait, il nous le dit souvent qu'il sort de son corps et en fait, il arrive à voir la maison, par exemple, par-dessus. À l'aide de certains animaux, d'ailleurs. Il est très proche de la nature, tout ça. Et voilà, donc j'ai bien aimé, sans forcément que ce soit un coup de cœur. J'ai pas toujours adhéré avec le côté un peu perché parfois du récit. J'ai trouvé que parfois c'était un peu trop. Voilà. Moi ça m'a pas forcément touchée, mais je pense que ça peut vraiment plaire. Voilà. Mais du coup je suis intriguée de lire Le Démon de la Colline aux Loups, voir si c'est un peu le même genre d'histoire. Mais voilà, ça se découvre, hein, c'est vraiment une plume à part. Alors ça se lit très bien, c'est très aéré, très agréable. L'édition du Tripod, c'est toujours chouette. Voilà, c'est pas mon préféré de la rentrée littéraire, mais en tout cas, c'était quand même intéressant. Une découverte de plume, originale. Et côté graphique, j'ai lu le premier tome d'une série, alors je sais pas combien il y en aura. Donc c'est la série La Marche Brume, et le premier tome c'est Le Souffle des Choses. C'est une BD de Stéphane Fert, édité chez Dargaud. Et Stéphane Fert, je sais plus si c'est pas celui qui a fait Blanc autour, je crois. Alors, j'ai beaucoup aimé.
j'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur, mais vraiment j'ai adoré. On retrouve le dessin vraiment de blanc autour, on trouve... Alors, toujours cette atmosphère, il aime beaucoup les sorcières. Là, il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi une ogresse. En fait, c'est l'histoire de cette ogresse qui, dès sa plus tendre enfance, elle est née, et en fait, elle va être recueillie par une sorcière et élevée, du coup, elle va être élevée par une communauté de sorcières qui sont fort sympathiques, et pas que. Elles sont aussi un peu bizarres, têtues, ronchonnes, elles sont un peu... elles sont sympas. Et en fait, cette ogresse... Elle s'appelle la marche brume parce que la brume est mortelle, elle est très dangereuse et cette ogresse va avoir un pouvoir sur cette brume qui attaque et qui tue certaines sorcières. Et en fait, elles vont fuir aussi, c'est aussi un périple, elles vont fuir, elles vont être obligées de fuir cette brume. Et voilà, on va les suivre. Les dessins, je peux vous montrer un petit peu le genre, j'ai trouvé que c'est super. C'est vraiment des super dessins. L'histoire est attachante, les personnages sont vraiment attachants. Les dessins, c'est vraiment un régal. Je trouve que c'est vraiment un régal. Oui, je trouve que c'est bien réussi parce que les personnages sont assez attachants. Regardez-moi ces dessins, quoi. C'est superbe. Et le personnage, du coup, de la marche brume, comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un autre nom? Bon, je sais pas comment elle s'appelle, mais en tout cas, elle est, comme elle est différente, elle aimerait bien, elle, être formée en tant que sorcière, mais la sorcière qui l'a élevée est un peu réticente, et on va comprendre, je pense, dans les futurs tomes, pourquoi. Et puis le profil, du coup, on sait jamais avec l'ogre si c'est une figure qui fait peur ou si elle est attachante, mais juste physiquement, elle est flippante. Mais en plus, elle n'est pas forcément flippante, je voudrais vous la montrer un peu parce que elle a une allure quand même... elle a quand même une allure sympathique, je trouve. Ça, c'est elle, avec la sorcière qui l'élève, et aussi très sympathique. Donc c'était vraiment chouette et j'ai vraiment envie de savoir la suite, donc je vous la conseille. Et j'ai terminé avec le livre de la rentrée. J'ai lu L'école des composés de Junji Ito, édité chez Mangetsu, que je me suis procuré en septembre. C'était trop bien. Franchement, c'est un de mes préférés de Junji Ito. On va suivre un frère et sa sœur. Donc ça, c'est la sœur et le grand frère. Elle terrorise les enfants dans la rue parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est leur aspirer la cervelle. Elle est complètement folle. Et lui se confond en excuses tout le temps du comportement de sa sœur. Mais des deux, on ne sait pas trop qui est le plus flippant. Le fait qu'il s'excuse tout le temps, on sent qu'il y a un effet bizarre. Je ne peux pas trop vous en dire, mais quand il s'excuse tant que les gens qui reçoivent ces excuses n'en reste pas indemne. Et en fait, on va suivre ces deux personnages sur différentes scénettes, avec d'autres personnages aussi qui suivent aussi, certains, et voir un petit peu comment ils déambulent. Et puis à un moment, des journalistes vont vouloir mettre en lumière, en fait, les meurtres, ou du moins les terribles tragédies qui ont lieu sur leur passage, et ils vont du coup retrouver la trace de ces deux personnages très flippants qui sont plus ou moins accompagnés de leurs parents, mais je n'en dirai pas plus. On est sur un récit horrifique assez dégueulasse. Je vous montre pas trop les images où c'est dégueulasse. Plusieurs sujets sont abordés à chaque fois dans les scénettes. On a quand même plusieurs sujets abordés sur... justement, c'est quand même une critique de toutes ces personnes qui sont sans cesse en train de s'excuser pour leur comportement, alors qu'en fait, c'est pas forcément les plus sympathiques. On pense souvent que celui qui est en cause est celui qui est le plus fou, alors qu'en fait, c'est celui qui n'a l'air de rien qui peut être le pire. On parle aussi de l'apparence des gens. Le sujet de la beauté est un des sujets d'une... la beauté des composés, c'est une des petites scénettes.
L'immeuble décomposé, bon là vous imaginez bien que les deux personnages vont arriver dans un immeuble et que ça va complètement déraper. Alors attendez. Ensuite, parfois quand même, c'est dégueulasse, hein, pas forcément. La petite sœur, elle va devenir amoureuse d'un garçon. Tant pis pour lui. Voilà, en fait, moi je trouvais que c'était vraiment bien. Ce qui est très intéressant, c'est l'analyse qui est faite derrière, là. Fondre de plaisir. Enfin, en fait, il y a toute une analyse des images qui sont choisies par Junji Ito pour faire passer des sujets. Il y a aussi beaucoup d'analyses par rapport aux références que Junji Ito a utilisées. Et d'ailleurs, dans les livres qu'un de mes libraires de Gilbert Joseph, le libraire de Gilbert Joseph côté manga, je vous le conseille parce qu'il a une connaissance incroyable de l'univers manga. Et il m'a conseillé un des maîtres de Junji Ito, de l'horreur. Et d'ailleurs, il y est fait référence là. Donc dans l'analyse, là, il y est fait référence. Et du coup, je suis très impatiente de lire ce qu'il a pu faire. Mais voilà, Junji Ito, c'est pour moi... c'est vrai que c'est vraiment un maître de l'horreur. Je trouve que ses dessins sont incroyables. Il aime beaucoup dessiner des gueules qui dégoulinent, hein, quand même. Et il le fait très bien. Et j'adore ces personnages. Alors, il y a souvent des personnages de petites filles. La petite fille, vous savez, la petite mignonne, sympathique, en fait, qui devient terrible, qui vraiment prend des apparences de folle. Et toujours ces traits très fins chez les personnages, les jeunes personnages féminins, masculins. Il esthétise beaucoup. Hein, je vais vous montrer par exemple, à un moment, il va rencontrer, la première histoire, il rencontre une jeune fille qui est vraiment adorable. Et au départ, ils vont se lier d'amitié tous les deux, mais en fait, elle va se rendre compte qu'il est vraiment chelou. Et ça dérape, voilà. Mais il a vraiment une façon d'esthétiser, vous voyez, les personnages qui font flipper. Ou alors, de prendre des sujets mignons et d'en faire des choses terribles. Et ça, c'est chouette. Voilà, c'était le petit point de ma rentrée littéraire. Je ne sais pas trop pour la suite si j'inclus les derniers livres que j'ai achetés ou que je me suis procuré à la bibliothèque dans des carnets de lecture. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse des vidéos à part justement sur les dernières sorties ou si ça vous est égal que je les mette dans des carnets de lecture normaux. À voir, parce que ça vaut peut-être pas le coup que je m'embête à le faire si vous trouvez pas forcément un intérêt particulier. Voilà, je vous laisse là, je vais aller... Il est 19h, je vais aller bouquiner un petit peu et puis voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour d'autres vidéos.